Ça, ce sont les images de vidéosurveillance de la tuerie du lycée de Columbine en 1999. Eric Harris et Dylan Klebold, les deux tueurs, rendront cette fusillade tristement célèbre dans le monde entier. 15 morts sont à déplorer en tout, incluant les deux assaillants qui ont mis fin à leur jour. Columbine a fait du bruit dans le monde entier. Pourtant, seulement un an avant, les États-Unis venaient déjà d'être frappés par une attaque qui avait choqué tout le pays. Et elle s'était déjà déroulée dans un lycée. Voici l'histoire derrière le massacre de Thurston. De 13 à 19 ans, c'est l'une des périodes les plus troubles pour beaucoup d'entre nous. L'adolescence, c'est ce moment où l'on se cherche, on se construit, mais on s'appuie aussi sur les autres. Notre rapport à autrui va se façonner selon les expériences vécues avec les autres individus et les groupes auxquels on appartient. Alors, pour certains, c'est une période de vie idéale. Il y a des amis, un amour et des relations qui finalement font une douce transition avec la vie d'adulte à venir. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Il faut faire face à de l'isolement, des brimades ou un rejet constant. Des adolescents vont se nourrir de ces moments désagréables et tout de même avoir une très belle vie par la suite. Pour Kip Kinkle, cela sera un peu différent. Kipland Philip Kinkle, que tout le monde appelle Kip, est né le 30 août 1982 à Springfield dans l'Oregon. Il est le second enfant de William, que tout le monde surnomme Bill, et Faith Kinkle. Bill est un homme heureux. Il aime discuter avec les gens, apprendre qui ils sont, et souvent on dit de lui qu'il peut entrer dans une pièce sans connaître personne et en ressortir en étant le meilleur ami de tout le monde. C'est une très bonne image pour décrire cet homme très agréable. Sa femme, Faith, est un peu plus sur la réserve, moins bavarde. Elle préfère écouter les gens, leur apporter de l'affection. Et finalement, on comprend pourquoi cela colle entre Bill et elle. Ils sont littéralement complémentaires dans cette vie. Quand ils se sont rencontrés, cela a été le coup de foudre instantané. Ils aiment voyager, découvrir d'autres cultures et l'Espagne leur plaît particulièrement puisque tous les deux sont des professeurs d'espagnol. Ils adorent le français aussi. Faith est capable d'enseigner cette langue également. Ils parcourent le monde entier et surtout l'Europe, naturellement. Leur premier enfant est né le 22 décembre 1976. C'est une petite fille nommée Christine. Même s'ils sont parents, Bill et Faith continuent de traverser le monde entier en espérant transmettre cette fibre à leur fille. Leur souhait est qu'elle ne s'impose aucune barrière, qu'elle soit curieuse de tout, afin de s'imprégner d'un maximum de connaissances, de traditions et du monde qui l'entoure. Cette approche fonctionne parfaitement avec Christine, qui est désireuse d'absorber du savoir. La jeune fille est une élève douée. L'école n'est pas une corvée pour elle. Elle adore y aller, et d'ailleurs, elle réussit à assimiler tout ce que les professeurs enseignent, sans même abattre de travail supplémentaire à la maison, tant elle est passionnée par les leçons qui sont dispensées. Peu importe la matière d'ailleurs, que ce soit des maths, de l'anglais ou même du sport. Christine adore les activités physiques, elle se débrouille très bien dans ce domaine également. Ses parents sont vraiment fiers de leur fille. Déjà parce qu'elle est épanouie, et parce que cela veut dire que leur méthode d'éducation est efficace pour le bonheur d'un enfant. Et pour l'époque, cette façon de faire est révolutionnaire. Pour certains, elle est plus considérée comme étrange. Normalement, pour éduquer un enfant, on le cadre, et on le sanctionne s'il sort de la ligne de conduite qui lui a été dictée. Mais Bill et Faith ne sont pas de cet avis. Et lorsque l'on voit le développement de Christine, difficile de leur donner tort. En 1982, c'est un second enfant qui vient au monde, un petit garçon cette fois, Kip. Les deux parents ont de l'expérience avec Christine. Ils appliquent la même méthode avec Kip. Sauf que dans le cas du petit garçon, cela coince. Il n'est pas aussi à l'aise que sa grande sœur. L'apprentissage est beaucoup plus laborieux de son côté. Il éprouve d'énormes difficultés à assimiler les connaissances qui lui sont enseignées à l'école. La lecture et l'écriture sont deux domaines très angoissants pour le petit Kip, qui a déjà de grandes lacunes. Bill et Faith sont pris au dépourvu. Sa sœur se moque parfois de lui lorsqu'il fait des erreurs,
Et les parents disent ouvertement qu'ils craignent pour son avenir parce qu'ils ne semblent pas comprendre grand-chose. Ils ne savent pas par quel bout prendre le problème. Pourquoi Christine est aussi à l'aise avec l'école, tandis que Kip lutte à la moindre leçon? Ils n'en ont aucune idée, mais ils se disent qu'avec le temps, il y aura sûrement un déclic, et leur enfant finira par s'adapter. Et peut-être qu'ils viennent de trouver la solution pour le petit Kip. En 1986, la famille change drastiquement de vie en quittant Springfield et l'Oregon pour s'installer du côté de l'Andalousie et l'Espagne, à Séville plus précisément, pour une durée de 1 an. Ils espèrent que le changement créera ce fameux déclic chez Kip et que Christine profitera d'une nouvelle culture pour se développer encore plus. Quant à Bill et Faith, pour eux, c'est un rêve éveillé que de vivre une année entière dans un pays qu'ils adorent. Christine est placée 2 classes au-dessus de son niveau parce qu'il n'y a que dans cette classe que le professeur parle anglais. Pourtant, en quelques semaines seulement, la jeune fille parle et comprend l'espagnol. Elle n'a aucune difficulté avec les enseignements qui sont dispensés et elle se fait énormément d'amis. Pour Kip, c'est totalement l'inverse. Il est placé dans une classe où l'enseignant ne parle pas anglais. Il est donc incapable de se faire comprendre. Cette situation est extrêmement frustrante pour lui. Il s'est battu pour commencer à sortir la tête de l'eau avec l'anglais, et voilà qu'il doit tout recommencer dans une nouvelle langue qui lui est entièrement étrangère. Apprendre à lire et écrire en espagnol est un enfer. Bill et Faith sont toujours dans le flou au sujet de leur garçon. Pourquoi luttent-ils autant avec ses leçons? Ils n'en ont aucune idée. Pourtant, cela affecte fortement le petit. Il est stressé de se rendre à l'école, il fait de son mieux pour s'intégrer et apprendre, mais son évolution est lente. Kip est d'autant plus triste qu'il est le mouton noir de la famille. Tous les autres réussissent parfaitement à profiter de l'Espagne et des interactions avec les habitants de ce pays, alors que lui vit un véritable cauchemar. Il se sent comme un paria au sein de sa propre famille, et les choses ne vont pas en s'améliorant pour le jeune garçon. Il ne réussit pas à parler espagnol, il ne s'intègre pas avec les autres élèves, et comme il est isolé, il devient une proie facile pour les autres garçons qui se mettent à l'intimider. Ces intimidations sont d'abord légères, mais elles tournent rapidement en brimade. Kip est sans cesse pris pour cible par les petits Espagnols de l'école qui sont sans pitié avec lui. Comme il ne se défend pas, les autres en profitent, et Kip sombre totalement. Cependant, Bill et Faith s'en rendent compte. Ils saisissent qu'ils ne peuvent pas laisser leur enfant dans cette situation et la décision est prise de rentrer dans l'Oregon plus tôt que prévu. En revenant au pays, les parents espèrent que leur fils se sentira plus à l'aise et qu'il s'en sortira mieux aux États-Unis. Ce n'est pas le cas et Kip continue de lutter lorsqu'il faut lire ou écrire. L'orthographe est un calvaire, la grammaire un enfer, et tous les devoirs du garçon sont bourrés d'erreurs. Il éprouve de la honte envers ses parents, il ne réussit pas aussi bien que sa sœur, et cela le gêne. Bill et Faith décident donc de changer drastiquement de méthode. Ils passent un nombre d'heures incalculable aux côtés de leur fils pour l'aider. Et il faut bien comprendre que Kip prend ses difficultés à l'école très à cœur. Tandis que sa sœur ne passe quasiment aucune seconde à étudier à la maison, lui reste des soirées entières devant ses cahiers pour atteindre le niveau de Christine. Sans y parvenir, il a beau s'acharner, c'est un objectif irréalisable pour lui. Mais il y a une bulle d'air pour le garçon, les matières scientifiques. Les mathématiques, la physique et la chimie sont des domaines dans lesquels le petit Kip réussit plutôt bien et se sent à l'aise, ce qui l'encourage à persévérer. Ce n'est cependant pas suffisant. Ces lacunes dans les autres matières entraînent un redoublement de classe, qui est une nouvelle très mal vécue par le garçon. Il sait qu'il sera encore plus isolé qu'il ne l'était déjà, en intégrant une promotion qu'il ne connaît pas, mais dont les élèves sont déjà amis entre eux. Kip se sent à nouveau abandonné. Un départ à zéro encore une fois, comme lorsqu'il avait dû tout recommencer avec l'espagnol. Là, c'est le peu de lien social qu'il avait qui est réduit en cendres avec la nouvelle classe qu'il intègre. Bill et Faith sont tout de même curieux de comprendre ce qu'il se passe avec leur garçon. Parce que s'il était réellement en difficulté avec l'apprentissage, comment se fait-il qu'il soit bon, voire même excellent dans les matières scientifiques ? Logiquement, il devrait échouer dans tous les domaines.
Les parents décident alors de faire passer des tests à leur fils pour essayer de cibler les points à améliorer et peut-être lui faire suivre des cours spécialisés, ou en tout cas combler les défaillances de Kip. L'intelligence globale du garçon est donc testée. Les résultats bluffent absolument tout le monde. L'évaluation de Kip le place parmi les 10% les plus intelligents de la population. Il est en réalité un surdoué. Ce que Bill et Face n'arrivent pas à croire. Pourquoi frôle-t-il l'échec dans ce cas? Un test neurologique est ensuite conduit. Là encore, il a de bons résultats. En revanche, au niveau de la motricité, Kip est largement en dessous de la moyenne. Enfin, là où Kip est en grande difficulté, touche tous les domaines littéraires. L'orthographe, la grammaire, l'expression écrite de façon générale est vraiment une carence chez l'enfant. Les professeurs de Kip confirment. Le garçon a du mal à épeler son propre nom. Lors des interrogations, il ne se concentre pas du tout sur sa feuille, comme s'il semblait perdu et regarde autour de lui. Les parents ont peut-être enfin mis le doigt sur le souci de leur fils. Bien qu'ils ne soient pas capables de réellement cerner le problème de Kip, ses parents réussissent à obtenir de l'école un programme adapté pour lui. Et finalement, le garçon réussit enfin à exprimer tout son talent en obtenant des notes excellentes et parmi les meilleures de toute l'école. En quelques semaines seulement, la vie de Kip a totalement changé. Ses progrès sont fulgurants et ses parents sont fiers de lui, tout comme ils l'ont été pour sa sœur Christine. Peu après, Bill et Face comprennent enfin toutes les difficultés de leur enfant par rapport à l'orthographe et à la grammaire, contrastant avec son intelligence surdéveloppée. Kip est en réalité touché par une dyslexie. La dyslexie, c'est un trouble du langage écrit. Cela inclut des confusions et des inversions de sons et de lettres, des fautes d'orthographe et parfois une écriture lente, voire illisible. Exactement les soucis rencontrés par le jeune garçon. Ce diagnostic est une très bonne nouvelle pour les parents. Ils sont heureux de comprendre enfin les problèmes auxquels sont confrontés Kip. Il est beaucoup plus facile de les résoudre à présent. Sauf que Kip, contrairement à ses parents, n'est pas enthousiaste du tout suite à cette découverte. Lui voit le verre à moitié vide et, d'après lui, son propre cerveau décide de le saboter. Ce n'est pas parce qu'il y a une raison à ses soucis désormais que ceux-ci vont cesser. Au fond de lui, il se considère comme anormal. Il continue de se comparer à Christine, sa sœur. D'après Kip, elle est l'enfant chérie et parfaite, sans aucun défaut, alors qu'il est le garçon au cerveau défaillant. Il entre dans une spirale de pensée négative et il se sent comme un énorme boulet pour sa famille. Les problèmes du petit Kip Kinkle ont été diagnostiqués. Une dyslexie a gâché une partie des études du garçon. Mais Bill et Face espèrent que désormais tout rentrera dans l'ordre. Ce n'est pas ce qui va arriver. Et au lieu de cela, c'est une longue et lente dégringolade psychique qui s'enclenche. Kip continue de se considérer comme un paria au sein de sa famille, mais également à l'école. Son comportement différent a les mêmes conséquences que durant sa période en Espagne. Il est maltraité par ses camarades qui lui infligent constamment des brimades. Kip est traumatisé. Ce harcèlement constant l'oblige à rester sur ses gardes à chaque seconde, ce qui est particulièrement épuisant mentalement. Par exemple, dans les couloirs du collège, il y a des petites fontaines à eau pour permettre aux élèves de se désaltérer. Mais Kip doit faire attention, sinon des brutes lui mouillent la tête. Ces intimidations constantes poussent le garçon à demander à ses parents de l'inscrire à un club de karaté. Il souhaite se défendre quand il est agressé. Seulement, c'est un sport violent. Et la violence ne fait pas réellement partie des valeurs de Bill et Face. Ils acceptent tout de même la requête de leur fils, en espérant qu'il se fasse des amis à ce cours de karaté. Ce n'est pas du tout ce qui se produit. Au fil du temps, la situation se dégrade. Une distance de plus en plus importante s'installe entre le garçon et ses parents, à tel point que c'est Christine, sa sœur, qui maintient les liens familiaux entre eux. Kip a l'impression que ses propres parents le méprisent pour ses goûts. Le karaté, le style de musique qu'il écoute, du métal principalement, et sa grande différence avec sa sœur Christine. S'il ressent ça, c'est parce que Bill et Face, dans l'éducation de leurs enfants, ne crient pas, ne les punissent pas non plus pour les recadrer. Ils expriment de la déception pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas bien agi.
Christine, elle, comprend qu'ils ont été déçus et qu'il faut faire autrement la prochaine fois. Kip, lui, pense que ses parents le rabaissent en faisant cela. Ils lui font comprendre qu'il n'est qu'un moins que rien. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est ainsi que c'est perçu par le garçon. Bill et Face sont de plus en plus inquiets à son sujet. Kip commence à s'intéresser à des domaines de plus en plus sombres et violents. C'est alors Christine qui intervient pour rappeler à ses parents que Kip n'est qu'un adolescent et qu'il est normal qu'il choisisse des centres d'intérêt opposés aux leurs. C'est une forme de rébellion. Christine, si elle exprime ceci à ses parents, fait de même avec son frère pour le raisonner et bien lui faire comprendre que Bill et Face ne le détestent pas. Ils sont là pour lui et au contraire, ils ne veulent que son bien, même s'ils ne se comprennent pas totalement. Malheureusement, ce maillon que représente Christine va sauter. Elle devient une étudiante du cycle supérieur et entre dans une université se trouvant dans un autre état, celui de Hawaï. À la maison, il ne reste donc plus que Bill, Face et leur fils, Kip. Inévitablement, la situation s'envenime gravement. Les disputes éclatent fréquemment et il n'y a plus Christine pour tempérer tout le monde. Un fossé se creuse entre les parents et l'enfant. Celui-ci continue de se sentir méprisé et il décide d'exprimer sa colère. La communication est totalement rompue au sein de la famille. Il est impossible de discuter sans déclencher une altercation et la situation ne fait qu'empirer. Au même moment, Kip, qui est resté très seul durant toutes ces années à l'école, réussit finalement à se faire des amis et intégrer un groupe de copains. Ce sont en fait tous des élèves qui ont été rejetés par les autres, et ce sort commun les a réunis. Bill et Face trouvent que ce groupe de marginaux est très mauvais pour leur fils. Ils risquent de s'exclure encore plus. Alors évidemment, Kip n'est pas du tout du même avis. Pour lui, c'est une véritable bénédiction de réussir enfin à être intégré et créer des liens. Fini la solitude. Il peut même parler des sentiments qu'il ressent au fond de lui avec des amis qui ont plus ou moins vécu la même chose. Et pour la première fois, il se sent compris. Il se sent bien et il vit dans un univers qui lui appartient. C'est en échangeant avec ses nouveaux amis que Kip développe une nouvelle passion, les armes à feu ainsi que les explosifs. Sans surprise, les parents du garçon essayent aussitôt de le dissuader de s'intéresser à ce sujet. Ils lui expliquent que c'est dangereux, qu'il n'a pas le droit d'en posséder et que cela n'a aucun intérêt. Évidemment, si Bill et Face sont contre, cela attire encore plus Kip, qui apprend absolument tout sur les armes. Comment les démonter, les remonter, quelles sont les différentes catégories, quelles munitions existent, à quel moment elles sont utilisées et pourquoi faire. Bref, il y a une profusion d'informations inépuisables, et cela devient le sujet de conversation numéro 1 du nouveau petit groupe d'amis. Mais alors que Bill s'oppose aux armes, il décide d'aller contre ses principes et d'offrir une arme à Kip alors qu'il n'a que 12 ans. Le père, en faisant cela, espère que la fascination de son fils pour les armes à feu se transformera en une activité positive. Il sera peut-être un passionné de tir sportif, de chasse ou toute autre occupation qui intègre des armes mais qui, finalement, sont une sorte d'exutoire. Dès que son père lui a offert cette arme, le garçon n'a plus jamais décroché de cette passion. Et quel meilleur terrain qu'Internet pour apprendre des choses. En surfant sur le web, Kip et ses amis découvrent un livre intriguant, The Anarchist Cookbook. En français, cela donne le livre des recettes anarchistes. C'est un ouvrage publié en 1971 par William Powell, qui s'insurge contre le gouvernement américain en critiquant également l'intervention des États-Unis au Vietnam. Dans ce livre, il y a des instructions permettant de fabriquer des bombes, des drogues ou encore des appareils de télécommunication. Il n'y a pas que ça, mais ce qui intéresse les jeunes du groupe de Kip, ce sont les instructions pour fabriquer une bombe. Curieux, les adolescents décident d'acheter ce qu'il faut pour en construire une. Ce n'est pas très malin. Mais les jeunes ont suffisamment réfléchi pour ne pas envoyer ces articles à leur domicile, afin de ne pas éveiller les soupçons. Là où c'est à nouveau moins intelligent, c'est qu'ils ont décidé de faire livrer les ingrédients pour la bombe à leur collège. Évidemment, la lumière a rapidement été faite sur ce qu'il se tramait, et tous les élèves impliqués ont été exclus temporairement de l'établissement scolaire. Bill et Face sont extrêmement inquiets des fréquentations de leur fils. Ils décident que pour les 2 mois d'école restants, Kip étudiera à la maison afin qu'il voie le moins possible ses amis.
Cependant, cela n'empêche pas le garçon de les fréquenter en dehors de l'école. Le groupe se rejoint un jour devant un magasin de musique, où Kip et ses amis ont l'habitude d'aller voler des CD. Le garçon se vante même d'avoir déjà dérobé des dizaines d'articles. Sauf que cette fois, ce sera différent. Il se fait attraper. Ses parents sont appelés et ils commencent à paniquer. Ils sont impuissants. Ils n'arrivent pas à canaliser leur fils qui est hors de contrôle. Et Face pense qu'il est en train de plonger vers un avenir particulièrement sombre. Et la maman a tout à fait raison. C'est le chemin qu'est en train de prendre Kip Kinkle. L'avenir du jeune collégien qu'est Kip Kinkle semble s'assombrir au gré du temps qui passe. Son comportement devient de plus en plus incontrôlable pour ses parents qui ne savent plus comment le gérer. Et cela va s'empirer. La santé mentale de l'adolescent plonge complètement. Un jour, alors qu'il rentre du collège, il entend une voix. Ce n'est pas une voix qui vient de l'extérieur, elle est à l'intérieur de lui, dans sa tête. Il n'a que 12 ou 13 ans à ce moment. D'après lui, les voix sont au nombre de 3. Il y a la voix A, qui tente de convaincre le garçon qu'il faut assassiner des gens. Elle répète ceci sans cesse. La voix B est aussi brutale, mais dans son cas, elle se contente d'insulter l'adolescent de manière continue. Et enfin, il y a la voix C, qui reprend mot pour mot ce que disent la voix A et B et répète en boucle les discours. Mais ce n'est pas tout. Les 3 voix discutent aussi entre elles, comme si Kip n'était pas là. Ce sont des voix masculines qui le méprisent, se moquent de lui et l'humilient. Elles tiennent des discours entre elles également. Elles parlent de tuer tous les humains sur Terre, de façon plus ou moins horrible. La première fois que cela se produit, Kip explique qu'il est totalement paniqué. Il ne sait pas quoi penser de ce phénomène. Il ne veut pas passer pour un adolescent bizarre. Alors, il fait comme si de rien n'était devant les autres, et il réussit à passer inaperçu. Le garçon essaye de comprendre ce qu'il se passe. Il envisage plusieurs options. La première, ce serait le diable en personne qui aurait pris possession de son esprit. Rapidement, Kip considère que cela n'a pas de sens. Il penche alors pour une autre explication. La société Disney travaille en collaboration avec le gouvernement américain et elle a implanté une puce dans sa tête. Les voix proviennent donc de cet appareil inséré dans son cerveau. Il y a une dernière idée qui vient en tête de Kip. Ce n'est peut-être pas le gouvernement américain, mais la Chine qui lui a placé cette puce. Ces envahisseurs étrangers complotent pour prendre le contrôle de l'Amérique. C'est la raison pour laquelle il doit posséder de nombreuses armes à feu, ou même en fabriquer par ses propres moyens, pour défendre le sol américain. À ce moment, Kip n'a même pas 13 ans, mais il sait que quelque chose ne tourne pas rond avec lui. Et justement, ça l'effraie. Il ne veut pas paraître encore plus différent qu'il ne se trouve déjà. Alors, il ne parle à personne de ses voix. Ces voix sont un enfer pour le garçon. Elles le font agir étrangement. Comme il est bizarre, les gens l'évitent. Et quand il est écarté des groupes, les voix l'humilient dans sa tête. C'est assez dur comme ça, et il ne veut pas qu'on lui colle l'étiquette d'un malade mental. Il serait encore plus isolé qu'il ne l'est déjà. Et ça, c'est sa plus grande peur. Il ne dit donc rien, et tombe dans une paranoïa. Ceci conduit les gens à penser qu'il est fou. En réalité, il n'est pas fou. Personne ne le sait, mais à ce moment, Kip Kinkle est atteint d'une schizophrénie paranoïde. Mais comme pour la dyslexie, cela mettra beaucoup de temps avant d'être diagnostiqué. Pour le moment, au fur et à mesure des jours, l'état mental du garçon s'aggrave. Les voix finissent par le convaincre qu'il doit s'équiper avec le plus grand nombre d'armes qu'il peut trouver. C'est comme ça qu'il réussit à acheter à l'un de ses amis un fusil à canon scié, qu'il cache dans sa chambre pour que ses parents n'apprennent pas qu'il dispose d'un tel matériel. Si vous vous demandez comment des enfants peuvent se vendre des armes, je vous rappelle qu'un fusil avait été offert à Kip par son père alors qu'il n'avait que 12 ans. Mais l'un des tournants dans la vie de Kip Kinkle se produit au cours du mois de janvier 1997, le 4 janvier pour être plus précis. Le garçon a été envoyé par ses parents dans une station de ski de l'Oregon pour un stage de snowboard. Durant ce stage, avec un ami, il se rend sur un pont en dessous duquel une autoroute passe. Pour s'amuser, les deux jeunes jettent des pierres sur les voitures qui roulent à toute allure. C'est évidemment très dangereux et l'un des cailloux touche un véhicule qui échappe de peu à une sortie de route et un accident mortel. La police est appelée et les deux garçons sont appréhendés.
Évidemment, Kip et son ami sont exclus du stage, ce qui contraint Bill et Face à faire 4 heures de route pour venir récupérer leur fils à 1h du matin au commissariat. Cet incident marque un tournant, parce que durant le trajet retour, les parents sermonnent Kip. Pendant qu'il lui explique que son placement en état d'arrestation pourrait compromettre son avenir, les voix s'acharnent dans la tête du garçon. Face se rend bien compte que quelque chose ne va pas chez Kip. Il ne s'agit plus de petites bêtises ou d'une rébellion d'adolescent. Les erreurs de son fils sont de plus en plus graves. Il vole des CD de musique, puis essaye de fabriquer des bombes, et désormais, il tente de tuer des automobilistes. Pour la mère, son enfant est devenu un criminel. Et pour le remettre sur le droit chemin, les parents ont besoin d'une aide extérieure. Face lance l'idée de consulter un psychologue, non seulement afin de comprendre pourquoi l'attitude de Kip se dégrade de jour en jour et pour le soulager, mais aussi pour essayer de renouer un lien entre lui et son père, Bill, les deux ne se parlant presque plus depuis de longs mois à présent. Mais Bill s'oppose à l'idée de consulter un psychologue, parce qu'il considère ces médecins comme des escrocs, et la psychologie, de manière générale, comme une arnaque. Mais Face insiste. Elle appuie sur un point qui va faire changer d'avis son mari. Elle explique qu'elle ne se sent pas en sécurité avec Kip, qui est attiré par les armes à feu et les explosifs. Il pourrait faire une bêtise un jour, et un psychologue pourrait être une aide précieuse. Même si Bill accepte finalement que son fils se rende chez ce spécialiste, il ne l'accompagne pas. C'est une perte de temps pour lui. C'est donc sa mère qui le soutient. Dès la première séance avec le thérapeute, Kip vide son sac. Il ne parle pas des voix, il craint toujours d'être vu comme une personne n'ayant plus toute sa tête. Mais il révèle ce qu'il ressent au fond de lui dans la relation qu'il entretient avec ses parents, et l'impression de n'être qu'un moins que rien. Les séances semblent soulager l'adolescent, mais les progrès auraient pu être bien meilleurs si son père était venu participer à ces discussions. Le Dr Hicks, qui est le psychologue de Kip, lui pose la question au sujet de son intérêt pour les armes à feu. Et le garçon répond, en faisant bien attention de choisir les bons mots. Il explique que ce hobby lui permettait d'évacuer la colère qui s'accumulait en lui, tout comme sa frustration de ne pas être assez bien pour ses parents. Il ne réussit pas à se faire comprendre ou entendre. Alors, les bombes ou les armes à feu sont des exutoires qui ne blessent personne, au sens propre comme au sens figuré. Et c'est aussi la raison pour laquelle il ne communique plus avec son père. Il raconte qu'un jour, il se sentait particulièrement mal. Alors, il s'est rendu dans une ancienne carrière pour faire exploser des bombes artisanales qu'il avait préparées dans le but d'expulser tout ce qu'il ressentait. Et au final, le résultat était au rendez-vous. Il allait mieux. Cette confession change le regard de sa mère, Face. Elle avait peur de sa passion pour les armes et les bombes. Mais désormais, elle comprend. Elle comprend pourquoi il y a une telle attirance chez son fils. Les armes ne sont pas un outil de violence, mais un moyen de communication. Alors bien sûr, c'est un discours de façade en quelque sorte, parce que Kip est tout de même hanté par des voix lui ordonnant de détruire la moindre trace de vie sur Terre. Mais ça, il le garde pour lui. Quoi qu'il en soit, les premières séances permettent au docteur de déterminer que Kip est touché par une forme de dépression en se basant sur les dires du garçon. Il n'est pas un criminel ou un délinquant, il souffre juste intérieurement. Et il y a un traitement qui pourrait l'aider à aller mieux. Le psychologue prescrit donc à l'adolescent du Prozac. Il est également recommandé à Bill d'être plus tendre avec son fils et d'essayer de se rapprocher de lui. Rapidement, ces deux éléments vont avoir un effet très positif sur le garçon. D'abord le Prozac. Il semble que Kip dorme mieux, qu'il soit de meilleure humeur et qu'il soit moins enclin à se morfondre. Ensuite, le comportement de Bill vis-à-vis de son fils change drastiquement. Le père se rapproche de Kip en partageant la passion commune des armes à feu. Et manifestement, ils renouent le contact, discutent ensemble et se sentent bien dans cette relation père-fils ressuscitée. Bill offre même à Kip un Glock 9 mm et un fusil Ruger de calibre 22. Mais dans tous les cas, il est interdit pour l'adolescent de les utiliser sans qu'il soit surveillé par son père. Et les armes sont rangées à l'abri dans un endroit bien précis. Les séances avec le psychologue s'étalent sur 6 mois. Durant cette période, Kip consomme l'antidépresseur qui lui est prescrit, le Prozac.
Et tout se passe à merveille durant ces 6 mois, si bien que les parents pensent qu'enfin ils sont parvenus à soigner leur enfant. La famille est à nouveau proche, Bill et Kip s'entendent à merveille, Face ne subit plus les colères de son fils, et tout est rentré dans l'ordre. Pour le Dr Hicks aussi, la dépression est derrière Kip, qui en a fini avec cette épreuve. Bill et Face décident donc que Kip n'a plus besoin de suivre de thérapie, et puisqu'il est heureux à nouveau, il n'a plus besoin de continuer son traitement non plus. Et là, il faut contextualiser la prescription des médicaments aux États-Unis durant les années 90. Ce sont des années où les laboratoires pharmaceutiques se développent très rapidement, beaucoup plus rapidement que la législation américaine, et cela entraîne des dérives. Énormément de médicaments sont placés sur le marché et consommés par la population, alors que nombre d'entre eux ont des effets secondaires non connus. Il y a un lobbying puissant qui est fait auprès des médecins pour qu'ils prescrivent certains traitements. Il y a même de la corruption à plusieurs niveaux de l'État. Et certains médicaments non testés se retrouvent donc sur le marché, ce qui est le cas du Prozac. Le souci avec ce médicament et sa composition dans les années 90, c'est que l'arrêter du jour au lendemain, comme dans le cas de Kip Kinkle, peut engendrer des effets néfastes. Pour les éviter, il faut réduire progressivement le traitement afin de ne pas provoquer cet effet de manque qui peut conduire à créer une dépression, des crises de colère, de l'anxiété, tout ce que le médicament combat précisément. Bill et Face, tout comme le médecin, n'avaient aucun moyen de savoir quels effets aurait sur leur fils cette décision de stopper totalement et brutalement son traitement. Kip ne retombe pas dans un état dépressif. Par contre, il devient violent. Il parle à ses amis des animaux qu'il tue de sang-froid, principalement des chats. Il se fait exclure plusieurs fois du collège également. Une fois, parce qu'il s'est vengé après qu'un élève lui a passé la tête sous l'eau d'une fontaine. Il l'a balayé, puis lui a mis des coups de pied dans la tête. Une autre fois, toujours pour se venger, en jetant un stylo sur un autre camarade en plein cours. Mais Kip Kinkle réussit malgré tout à finir les années, qui sont l'équivalent du collège chez nous, et à entrer au lycée pour sa première et dernière année. À la rentrée suivante, celle de l'année 1997, Kip est inscrit au lycée Thurston, où son père avait déjà enseigné l'espagnol. Afin de lui trouver une passion un peu moins dangereuse que le maniement des armes à feu, Bill suggère à son fils de s'inscrire pour passer les tests de détection pour intégrer l'équipe de football américain du lycée. Kip trouve que c'est une bonne idée. Il participe au repérage des talents et il est sélectionné pour faire partie de l'équipe. Alors, il semblerait que les relations de Bill avec certains professeurs auraient aidé à ce que Kip entre dans l'effectif. Mais peu importe au final. Le garçon, qui craignait que cette nouvelle étape que représente le lycée soit un calvaire, est plutôt satisfait de la tournure des événements. Cela ne va pas durer. D'abord, il connaît un chagrin d'amour. Il avait rencontré une fille avec qui il s'entendait parfaitement et dont il était tombé fou amoureux. Malheureusement, les sentiments ont cessé d'exister chez l'adolescente qui a donc pris l'initiative de rompre avec le jeune Kip Kinkle. C'est alors une nouvelle phase dépressive dans laquelle plonge le garçon. Il est écœuré par l'amour, et d'ailleurs, il tient des propos forts dans son journal intime, où il dit notamment que l'amour n'est pas réel, seule la haine demeure. L'amour pousse à tuer et à haïr. Il faut bien comprendre que sa tristesse, Kip l'écrit noir sur blanc. Il noircit les pages de son journal et déverse tous ses sentiments qui sont particulièrement sombres. Et c'est précisément dans ce genre de situation que les voix surgissent. Elles tiennent des propos humiliants à l'égard de Kip. Il écrit dans son journal qu'il aimerait être mort, qu'il est la risée du lycée et qu'il est complètement incompris. Alors, bien sûr, la rupture amoureuse avec sa petite copine est difficile pour l'adolescent. Mais ce moment de chagrin est surtout combiné avec l'arrêt complet du Prozac, l'antidépresseur. Et alors que ce médicament devait combattre l'état moribond du garçon, son arrêt brutal conduit à l'effet inverse et à plonger Kip dans la noirceur la plus totale. L'adolescent ne dort presque plus. Il mange de moins en moins. Les disputes avec ses parents reprennent de plus belle et son état est bien plus grave qu'avant les consultations avec le psychologue. Kip parle régulièrement à ses camarades de classe de sa volonté de s'inscrire à l'armée après le lycée pour connaître la sensation de tuer une autre personne.
L'esprit du garçon est en train de dévier complètement, et il va sur un chemin qui va créer l'un des plus grands chocs que le pays entier connaîtra. Les fusillades aux États-Unis sont plus courantes actuellement. Dans les années 90, c'était moins le cas, mais cela commençait à s'accentuer. Et les mois qui ont précédé, plusieurs lycées avaient fait l'objet d'attaques. Kip commence à lire des articles de presse qui relatent ces fusillades et commente auprès de ses amis les erreurs commises par les tueurs. Ils auraient dû faire autrement, utiliser de meilleures armes et faire plus de victimes, etc. À ce stade, les troubles mentaux du garçon ont atteint un niveau extrême. Le reste de l'année, il s'isole de plus en plus. Il adopte des comportements très bizarres. Par exemple, il regarde en boucle le film Roméo plus Juliette avec Leonardo DiCaprio. Ce film est loin d'être fidèle à l'œuvre de Shakespeare, puisqu'il est beaucoup question d'armes. La communication avec ses parents est totalement rompue à présent. Bill a dit à son fils qu'il n'avait plus d'espoir pour lui, ce qui a définitivement coupé les liens entre eux, malgré les progrès des derniers mois avec le psychologue. Le reste de l'année s'écoule donc avec Kip sombrant de plus en plus dans les méandres de la dépression et de la violence. Bill et Faith ne savent pas comment aider leur enfant, et le laisse donc dériver ainsi, pensant avoir déjà tout tenté pour le sauver. Sauf que ne rien faire n'est pas une solution, et cela conduit à l'incident du mercredi 20 mai 1998. Quelques jours avant, l'un des amis de Kip, qui s'appelle Cory, lui propose de lui vendre une arme. Il a réussi à la voler dans la maison d'une connaissance qu'ils ont en commun, et Cory sait que Kip est accro aux armes à feu. Kip est effectivement fasciné par les armes. Alors, il accepte avec enthousiasme de récupérer ce que Cory peut lui vendre. Il décide donc de faire la transaction le mercredi 20 mai. Comme convenu, Cory se présente avec l'arme, un pistolet Beretta de calibre 32. Kip remplit aussi sa part du marché avec les $110. L'échange est fait et l'adolescent récupère l'arme qu'il place dans son casier avant de se rendre en cours. Ce Beretta est signalé volé par Scott Kinney, le père du camarade chez qui Cory avait dérobé l'arme, et il a donné une liste de noms d'élèves susceptibles d'être impliqués dans ce vol. Le nom de Kip Kinkle n'est pas présent sur cette liste. Des policiers sont envoyés au lycée afin de fouiller les lycéens concernés. Sans surprise, ils ne trouvent rien, ni sur eux, ni dans leur casier. Seulement, durant la fouille, le nom de Kip Kinkle a été mentionné plusieurs fois, notamment à cause de son grand intérêt pour les armes à feu. Il a donc été également contrôlé, et le pistolet Beretta chargé est découvert dans son casier. Cory et Kip ont tous les deux été placés en état d'arrestation, conduits hors du lycée devant tout le monde et amenés au poste de police. Là-bas, Kip a subi toute la procédure réservée aux délinquants et aux criminels. Ses empreintes ont été relevées, il a été photographié et il a été inculpé pour possession d'armes à feu dans un établissement public et recel d'armes volées. Au poste, Kip craque complètement. Il pleure sans cesse en disant que ses parents vont penser une fois de plus qu'il est un moins que rien. Ils vont se sentir humiliés par son comportement et plus personne ne respectera la famille Kinkle. L'adolescent vise juste. Quelques heures plus tard, Bill vient le récupérer au poste de police de Springfield à la fin de sa garde à vue. Il se sent vraiment honteux de devoir passer les portes de cette institution pour venir sortir de là son enfant récidiviste. Sur le chemin, Bill fait un sermon à Kip, mais celui-ci n'entend quasiment pas les réflexions de son père. Les voix A, B et C sont toutes les trois dans sa tête en train de parler en même temps. Sur le trajet, il s'arrête pour manger un fast-food. Kip s'installe à une table et son père se dirige vers la caisse pour commander. Mais avant de s'y rendre, il dit à Kip qu'il est dégoûté de lui. C'est une phrase choc qui résonne dans l'esprit de l'adolescent. En fait, c'est la remarque de trop. Les voix sont unanimes dans sa tête. Elles lui disent que cela ne peut plus continuer ainsi. Kip doit tuer son père. Il doit se débarrasser de lui. En rentrant, Bill appelle Scott Kinney, le propriétaire de l'arme, pour lui présenter ses plus plates excuses et parler du comportement de son fils. Kip entend la conversation. Il patiente, il attend que son père raccroche, ce qu'il finit par faire. Bill se tient dans le salon avec un café, songeant à tous les événements qui viennent de se produire. Entre-temps, Kip est allé récupérer la carabine 22 longs rifles que son père lui avait offert. Il est 15h et l'adolescent abat son père froidement d'une balle tirée à l'arrière du crâne. Bill meurt sur le coup.
Kip traîne le corps de son père décédé dans la salle de bain. Honteux de l'acte qu'il vient de réaliser, il pose un drap sur son cadavre. Après ce meurtre, Kip téléphone à des amis. Ensemble, ils discutent de l'incident survenu au lycée. Ses copains essayent de le rassurer, mais le garçon est étrange au téléphone. Il ne cesse de répéter que tout est fini, qu'il attend sa mère et que plus rien n'a d'importance. Évidemment, les amis de Kip ne savent pas qu'il tient un tel discours à côté de la dépouille encore chaude de son père. Ensuite, c'est Faith qui appelle à la maison. Kip répond, il discute avec elle, puis attend son retour. Le temps qu'elle arrive, Kip récupère la clé sur le corps de son père qui permet d'ouvrir le coffre dans lequel il avait enfermé des armes à feu. Faith, elle, n'a aucune idée de tous les événements qui se sont produits ces dernières heures. Elle revient à la maison à 18h30. Kip l'attend devant le garage. Il laisse passer Faith devant lui pour entrer dans la maison. À cet instant, il lui dit qu'il l'aime avant de lui tirer 2 balles au niveau de la nuque. Faith s'écroule, mais elle est encore en vie. Kip avance vers elle, il lui dit qu'il l'aime avant de lui tirer 3 fois dessus au niveau du visage et 1 fois dans la poitrine. Comme avec le cadavre de Bill, il a traîné celui de Faith dans la salle de bain. Puis il l'a recouvert d'un drap. Cela fait beaucoup de coups de feu tirés. Seulement, la maison des Kinkle se trouve en plein milieu de la nature, dans un coin assez isolé. Et finalement, les bruits des armes passent assez inaperçus. Toute la nuit du 20 au 21 mai 1998, Kip cherche la force pour mettre fin à ses jours. Il essaye de se laisser convaincre par les voix, mais l'adolescent de 15 ans n'appuiera jamais sur la gâchette. À la place, il décide d'écrire dans son journal ce qui vient de se passer. Il raconte les meurtres de son père et de sa mère, en expliquant qu'il est un fils horrible, qu'il aime ses parents, mais que ceux-ci ne supportaient plus sa présence dans ce monde. Toute la nuit, il rumine des idées noires. Finalement, le lendemain matin, Kip enfile un long manteau dans lequel il cache 3 de ses armes. Il fixe un couteau de chasse à sa jambe, puis il monte dans la voiture de sa mère, une Ford Explorer verte. Il est 7h45 du matin. L'adolescent prend la direction du lycée Thurston, là où il étudiait avant d'être renvoyé. Il est lourdement armé avec un fusil Ruger calibre 22, un pistolet Ruger calibre 22 également, un Glock 9 mm, 2 couteaux de chasse et plus de 1000 munitions en tout. L'adolescent s'est également fixé, avec du ruban adhésif, des balles supplémentaires sur la poitrine dans le cas où il serait à court de munitions pour mettre fin à ses jours. Une fois le lycée atteint, il se gare au niveau des terrains de tennis de l'école. Il est d'ailleurs filmé par l'une des caméras de surveillance de l'établissement. Il descend de la voiture avec son manteau qui cache parfaitement les armes qui se trouvent en dessous. D'ailleurs, il croise un ami à lui sur l'aire de stationnement. Étonné de le voir, son copain lui demande comment il va. Et Kip continue d'avancer tout en lui disant qu'il ferait mieux de rentrer chez lui parce que quelque chose de grave est sur le point de se produire. Son ami le voit se diriger vers la cafétéria de l'école où il franchit la porte juste avant 8h du matin. Si Kip se rend à cet endroit du lycée, ce n'est pas pour rien. C'est là-bas que la majorité des élèves attend le début des cours. Une fois dans le couloir menant au grand réfectoire, Kip se retrouve derrière Ben Walker, qui marche avec sa petite amie, Cheyenne Schreier, main dans la main. Il dégaine alors son fusil caché sous son manteau et tire plusieurs balles en leur direction. Ben Walker est touché fatalement à l'arrière de la tête. L'élève de 17 ans, qui venait tout juste d'arriver au lycée de Thurston après un déménagement avec ses parents, n'était là que depuis 1997. Il ne meurt pas sur le coup, il est encore en vie. Cheyenne, sa petite amie, elle aussi est touchée mortellement par les balles, dont 2 qui lui ont sectionné les phalanges de son index et de son majeur, mais surtout, une balle est venue traverser son poumon. Cependant, elle tient bon pour l'instant. Kip continue d'envoyer des salves dans ce couloir. Ryan Adberry, 17 ans, est le 3e élève touché par Kip Kinkle. Une balle traverse la joue du jeune homme avant de s'insérer dans sa mâchoire et toucher sa colonne vertébrale dans la zone de la nuque. 3 élèves sont au sol, grièvement blessés. Les coups de feu dans le couloir créent une incompréhension chez les lycéens, massés dans la cafétéria. En une fraction de seconde, cependant, ils comprennent ce qui est en train de se dérouler. C'est une tuerie de masse. Kip Kinkle vide le chargeur du fusil dans lequel il reste 50 munitions environ. 25 élèves supplémentaires sont blessés lors de l'assaut de la cafétéria.
L'un des lycéens, Michael Nicholson, âgé de 17 ans, rampe pour essayer d'éviter les balles. Manque de chance, Kip se trouve à côté de lui et lui tire une balle mortelle en pleine tête. L'adolescent est tué sur le coup. Alors que Kinkle allait abattre un autre élève à bout portant, un clic retentit. Plus de balles. Il doit recharger avant de reprendre le massacre. C'est alors que Jacob Riker, l'un des 25 élèves blessés, remarque ce temps de pause. Il court vers Kip Kinkle et le plaque au sol. Les autres élèves se joignent à lui pour le désarmer. Sauf que le tueur a encore son Glock sur lui et il réussit à tirer une balle supplémentaire qui touche Jacob une deuxième fois. Une fois désarmé, Kinkle se met à crier qu'il faut le tuer de façon frénétique. Kip Kinkle est maîtrisé jusqu'à l'arrivée de la police de Springfield, qui a reçu un nombre d'appels incalculable durant le massacre. Finalement, les autorités arrivent sur les lieux pour placer Kinkle en état d'arrestation. Ben Walker, le premier élève touché, est transporté d'urgence à l'hôpital où il est déclaré en état de mort cérébrale. Il mourra quelques instants après être arrivé à l'établissement de santé. Cheyenne Shire, sa petite amie, est quasiment morte quand les secours arrivent sur place. D'ailleurs, il pense au départ qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, parce qu'elle ne respire plus. Mais en fait, le sang dans ses poumons est en train de l'asphyxier. Un secouriste le remarque et elle est sauvée de justesse. Encore quelques secondes et elle mourrait. Ryan Atterbury, qui se trouvait également dans le couloir, est véritablement un miraculé. Malgré une balle logée dans la région de la nuque, après être passée dans sa mâchoire, il n'a aucune séquelle et il s'en sort indemne. Le coup de sang de Kip Kinkle n'a coûté la vie qu'à 4 personnes, ce qui est un miracle. Bill et Faith Kinkle, ses parents, Ben Walker et Michael Nicholson. Jacob Riker, bien qu'il ait reçu 2 balles de la part de Kinkle, s'en sort aussi sans trop de dégâts. Tous les élèves n'ont pas cette chance, et quelques-uns porteront à vie les traces de cette attaque de masse. Kip Kinkle est donc placé en état d'arrestation. C'est la première fois que la police doit gérer une affaire de tuerie de masse et ne sait pas réellement comment s'y prendre. Ils hésitent sur la façon de traiter ce garçon, qui n'est qu'un adolescent. Et cette hésitation, il n'aurait pas dû l'avoir. Au moment d'interroger Kip Kinkle, les menottes lui sont enlevées. Et aucune fouille n'est réalisée, alors que le garçon n'attend qu'une seule chose à présent, mourir. C'était son idée depuis le départ, tuer et quitter ce monde qui le déteste en ayant fait le plus de dégâts. Mais le voici bien en vie face à un policier, qui lui pose plein de questions. Sauf que Kinkle a encore son couteau de chasse attaché à sa jambe. Il le saisit, puis le brandit vers le policier en courant vers lui et en lui criant de lui tirer dessus. Et si on pourrait penser qu'aux États-Unis, c'est précisément ce qui arriverait en temps normal, ce n'est pas le cas ici. Le policier esquive les coups de couteau et ferme la porte de la salle où se trouve le garçon. Les agents réfléchissent rapidement. Ils décident d'envoyer du gaz lacrymogène dans la salle où se trouve le garçon. Kip Kinkle comprend alors que la police n'a pas du tout l'intention de l'abattre. Il commence donc à se mutiler au niveau des poignets avec le couteau. Mais avant de parvenir à se blesser gravement, les policiers ont réussi à le maîtriser. Cette fois, il n'y a plus aucune échappatoire pour l'adolescent. Il doit assumer ses actes et faire une nouvelle fois face à l'humiliation. Dans un premier temps, il avoue tous les meurtres en racontant comment il s'y est pris pour ôter la vie de ses parents, puis emmener les armes jusqu'au lycée où il a abattu 2 de ses camarades et en a blessé 25 autres. Il raconte également comment les voix dans sa tête l'ont convaincu de passer à l'acte et faire le plus de victimes possible en l'incluant parmi elles. Durant tout l'interrogatoire, le garçon parle avec la tête penchée. Il ne regarde personne dans les yeux. Peu après l'arrestation de Kinkle, les policiers se sont rendus à sa maison pour confirmer le décès de Bill et Faith Kinkle. En entrant dans la maison, les agents découvrent des centaines de munitions de calibre 22 partout sur le sol. Il y a une porte fermée, c'est celle de la salle de bain. Les policiers crochettent la serrure et y découvrent les corps de Faith et Bill sous les draps que Kip Kinkle avait déposés sur eux. Les cadavres sont en très mauvais état. Les forces de l'ordre sont étonnées de ne pas découvrir un 3e corps. Il devrait y avoir la dépouille de Christine également. Et c'est comme ça que les inspecteurs saisissent que l'aîné de la famille est en fait à l'université dans l'état d'Hawaï. Christine est informée du drame par les forces de l'ordre. Elle est sous le choc. La jeune femme de 21 ans ne peut pas rentrer à la maison du fait de l'investigation qui est menée. Mais elle doit organiser les funérailles de ses parents.
Le domicile continue d'être fouillé. Dans la chambre de Kip Kinkle, il y a un objet intrigant. Rapidement, les agents comprennent qu'il s'agit d'une bombe. La maison est peut-être piégée, alors tout le monde évacue les lieux immédiatement. Ce sont 5 bombes qui sont découvertes en tout. Elles sont toutes artisanales. Il y en a 3 avec des explosifs classiques, de la poudre notamment. Mais 2 sont plus complexes, basées sur des produits chimiques. Une fois le déminage terminé, les policiers retournent à l'intérieur de la maison. Mais en bougeant le corps de Faith, une 6e bombe est découverte sous son corps. Toute la maison est à nouveau évacuée. Heureusement, personne ne se fait piéger, et aucun des explosifs ne s'enclenche. Mais pourquoi y avait-il des bombes disséminées un peu partout dans la maison sans qu'elles soient piégées ? C'est un mystère, et Kip ne répondra jamais à cette interrogation. Kip Kinkle est ensuite conduit à l'école pour une reconstitution des faits. La tête baissée, il montre pas à pas la méthode qu'il a appliquée pour faire le plus de victimes possible dans son établissement scolaire. L'humiliation est totale. Il donnait des leçons aux tueurs de masse qui avaient frappé avant lui, en disant qu'ils auraient dû faire plus de victimes et mourir après leurs crimes, et finalement, il n'a pas fait mieux. Et aujourd'hui, tout le monde le déteste et le considère comme un monstre. Oui, parce que la réaction de la communauté à son égard est très hostile. Des gens veulent qu'il soit condamné à mort pour ce qu'il a commis. Ce n'est pas le cas de sa sœur, qui connaît son frère et sait que l'histoire des voix dans la tête de celui-ci est réelle. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que Kip Kinkle ment à ce sujet pour être moins sévèrement puni. Mais le journal de l'adolescent et tous ses comportements préalables à cette tragédie montrent qu'il était vraiment en lutte avec lui-même et sa santé mentale. Christine soutient son frère. Malgré son acte monstrueux et le fait qu'il ait assassiné leurs parents, pour elle, il est impossible que son comportement soit issu d'un choix. Et par conséquent, il n'y a rien à lui pardonner. Mais que Christine soit prête à soutenir son frère dans une épreuve, c'est une chose. Faire face à la justice en est une autre, et Kip Kinkle doit répondre de 58 chefs d'accusation. Kip Kinkle a été interpellé après la tuerie de masse qu'il a commis dans son lycée de Thurston, alors qu'il n'a que 15 ans. Il doit maintenant faire face à un tribunal. Et compte tenu de son état mental instable, tout le monde s'attend à ce qu'il plaide non coupable et qu'il mette en avant une absence de discernement au moment d'abattre ses parents ainsi que ses camarades de classe. C'est d'ailleurs la stratégie des avocats de l'adolescent. Et au regard de ses antécédents médicaux et mentaux, il n'y a quasiment aucun doute sur le fait que la démence puisse être validée et lui empêcher de mettre un pied en prison. Des spécialistes analysent l'accusé. Il est clair qu'il souffre de troubles mentaux depuis de longues années. Le docteur Hicks apporte un témoignage important à ce sujet, mais comme des professeurs du collège de Kip Kinkle, qui confirment les comportements étranges, voire dangereux de l'adolescent. Autrement dit, si Kinkle ne plaide pas coupable, il y a très peu de chances pour qu'il voie les murs d'une cellule un jour. Pourtant, à la surprise générale, le garçon plaide coupable pour les 4 meurtres et les 25 tentatives de meurtre. Et cela change tout, parce qu'il va y avoir un procès et de la prison à son terme. Il n'y a pas de suspense. Les victimes se présentent à la barre pour accabler leur agresseur. Et à la fin du procès, Kip Kinkle est donc reconnu coupable puisque c'était son plaidoyer. Mais à présent, toute la question est: quelle sanction pour un tueur de masse de 15 ans seulement ? Eh bien, le juge aura la main lourde puisque Kip Kinkle est condamné à purger une peine de 112 ans d'emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle. Il ne pourra sortir de prison que lorsqu'il aura 128 ans. Il va falloir se maintenir en forme. Son histoire n'est pas terminée pour autant. Étant mineur, il est envoyé dans un centre de détention pour jeunes jusqu'à atteindre ses 16 ans et être transféré dans un véritable établissement pénitentiaire. Compte tenu de ses antécédents psychiatriques, Kinkle est envoyé à l'isolement. Il ne parle à presque personne, si ce ne sont des gardiens de temps à autre, et sa sœur qui lui rend visite de temps en temps. Le problème avec ces conditions de détention, c'est que les voix de Kip Kinkle reviennent. Elles le hantent et il n'est pas traité. Aucune aide ne lui est fournie durant des mois. En réalité, la direction du centre de détention pour mineurs pense qu'il feinte une maladie mentale pour obtenir un procès en appel. Ce qui est totalement faux.
Mais quand il a 16 ans, il est transféré dans une prison pour adultes. C'est un environnement extrêmement dangereux. Les prisons américaines sont parmi les endroits les plus violents du monde. Et pour aider l'adolescent à faire la transition, il est placé avec un autre jeune de son âge, également condamné pour un long séjour carcéral, Joe Conrad. Ils s'entendent bien et deviennent amis. Mais la prison reste la prison. Ils ont beau être amis, pour se faire respecter dans la cour, il faut répondre aux provocations. Kinkle est ciblé. Il décide de se battre pour obtenir le respect et ne plus être harcelé par la suite. Cette bagarre lui vaut d'être envoyé en isolement durant 1 mois, mais d'être désormais tranquille et accepté par les autres détenus. Et ce point est important. Durant son isolement, les voix reprennent le dessus, mais contrairement au centre de détention pour mineurs, son cas est pris au sérieux dans cet établissement pénitentiaire pour adultes, et la schizophrénie de Kip Kinkle est diagnostiquée. Il commence à être traité, et il va beaucoup mieux. Les voix ont disparu, et Kinkle espère à présent qu'un procès en appel pourra se tenir, puisqu'il est démontré qu'il est malade depuis des années. En 2007, 9 ans après le massacre du lycée de Thurston, la demande de procès en appel de Kip Kinkle est rejetée. Il conteste ce rejet, mais la décision est confirmée au cours du mois de janvier 2011 et sa condamnation devient définitive. Sans les voix dans sa tête, grâce au bon traitement, Kip Kinkle devient une autre personne en prison. Il est un détenu modèle et la violence ne fait plus partie de son quotidien. Il est difficile de ne pas imaginer que si le bon diagnostic avait eu lieu quelques années auparavant, ou si le Prozac avait été réduit à petite dose, un massacre aurait pu être évité, et la vie de la famille Kinkle aurait pu être bien plus heureuse. Peut-être aussi que cette tuerie fortement médiatisée n'aurait pas donné des idées à 2 autres élèves du lycée de Columbine quelques mois plus tard en 1999. Mais ça, nous ne le saurons jamais. Voici pour cette terrible affaire tragique où l'on a pu suivre tristement l'effondrement total d'une psyché. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez lycée en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie de m'avoir regardé. Bye.